Aujourd'hui sur Entrepods, on revient tout feu, tout flamme avec le tout premier épisode d'Histoire de lectrice de la saison, et oui! Alors, pour l'occasion, retour sur une catégorie éditoriale dont on a déjà parlé par le passé, mais bien évidemment pas assez. Et je vous l'avoue, j'ai plus de rime en « et ». Du coup, je vais laisser la parole à une experte du sujet. Mais avant ça, place au générique. Voilà, on y est. Alors on arrête de blablater et on se met au travail. Ouvre grand tes oreilles, c'est important. Je suis pas bête, je sais que ça va pas être facile. T'as pas besoin de prendre des notes pour ça, enfin. Et bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien, que vous passez une merveilleuse journée, une incroyable soirée. Je suis extrêmement heureux de lancer cet épisode. Pourquoi ? Parce que c'est le retour d'un format que j'apprécie énormément, celui où on rencontre des lectrices et des lecteurs, férus de livres, amateurs de belles pages et autres amoureux et amoureuses de jaspage. Trêve de... Trêve 2 déjà. Aujourd'hui, j'ai le bonheur, le plaisir, l'immense joie de recevoir quelqu'un qui, dans le milieu du manga quand même, a son nom, a sa place. Vous la connaissez sûrement pour son podcast, vous la connaissez sûrement pour ses lives Twitch, et si vous avez extrêmement bon goût, vous l'avez également vu sur certains mangas dont on aura l'occasion de parler ce soir, parce qu'on enregistre le soir. J'ai le plaisir d'accueillir Ariane de la chaîne Arnachronisme. Bonjour Ariane. Bonsoir. Comment tu vas ? Ça va très bien, merci. Et toi ? Bon, parfait, écoute, ça va. La journée fut longue, on a eu quelques problèmes techniques, mais l'épisode est lancé et c'est ça qui est beau. Ouais, c'est bon. Alors Ariane, j'ai fait une présentation chaotique. Je pense que tu es peut-être la plus à même de dire qui tu es. Alors je vais te le demander très simplement. Qui es-tu ? D'où viens-tu ? Comme dirait Zach Nani. Je commence par où ? Non. Qui suis-je ? Mon prénom, c'est Ariane. Et sur les réseaux sociaux, on me connaît sous le pseudo de Arnachronisme. Et je suis, tu l'as dit, j'ai un podcast sur le manga, j'ai une chaîne Twitch où je fais des lives et je suis aussi, depuis 2 ans, préfacière, pour des mangas auprès des éditions, Panini et Nabân, cette année. Voilà. Très bien, très très bien. Et aujourd'hui, si ça te va, vu que tu es préfacière, que tu as pu explorer le monde tortueux des mangas, j'imagine que la lecture, c'est quelque chose qui te parle, voire qui te passionne. Un petit peu. Un tout petit peu. Bon, Un petit un peu. tout petit peu. Donc c'est vrai que histoire de lecteur, histoire de lectrice, c'est peut-être l'occasion de revenir sur tes goûts, tes peut-être coups de cœur et voir des lectures plaisir que nous découvrirons aujourd'hui. Et pour commencer cet épisode, j'ai une question toute simple. Quel a été ton premier manga ? Alors, j'ai non, mais en fait, j'ai très, très peu de souvenirs de mon enfance. Mais Ouais. je crois que je me souviens avoir vu beaucoup d'animés et je pense que le premier manga papier qui est tombé entre mes mains, c'était, Sakura, Cardcaptor Sakura D'accord, très de bien. Ouais, de Clamp, si ma mémoire est bonne. exactement. Mais je me suis mise dans le manga papier très tard. J'étais surtout animée parce qu'à la maison, on avait le satellite et donc du coup, j'avais Manga TV, c'était Bien sûr. Trop bien. ouais. Ok, Donc il y très bien. avait, je pense que j'ai plus en fait de souvenirs même, des animés que des mangas papier enfant. Très bien. Alors, je vais légèrement dériver la question. Ton premier animé, ou en tout cas celui de cette période, pour toi, c'était lequel ? Celui qui m'a le plus marqué, Ouais. c'était Les Chevaliers du Zodiaque. Très bien, d'accord. Très, très bien. Je crois que c'est la première fois qu'on me le cite sur, Ah ouais? sur cette émission. Ouais. Pourquoi ça t'a plu, Les Chevaliers du Zodiaque ? Alors déjà, il y avait Ikki, le Ouais. phénix et j'étais un peu amoureuse quand j'étais enfant et je le suis toujours un peu adulte, je trouve. En fait, ils étaient tous très beaux, c'est tous des bichonen, donc Bah voilà. oui. Et je sais pas, je trouvais que c'était
esthétiquement parce que, sur Manga TV, ça passait pas du tout les épisodes de manière, chronologique ou quoi. Mmh. Je me souviens juste que je trouvais que c'était hyper beau. Ouais. Je les trouvais hyper stylés dans leurs, armures et hem et je sais pas, ouais, j'ai un souvenir très marquant, de mon écran de télévision avec les chevaliers du zodiaque dessus. Génial. Et est-ce que tu as, dépassé l'arc du sanctuaire? Je sais même pas, parce que j'étais vraiment toute petite. Je sais que j'ai une sorte j'ai une sorte de réconfort à repenser à ça, mais tu vois, par Ouais. exemple, il y a quelques années, j'ai voulu me racheter la série, Ouais, d'accord. animée, en anime Ouais. et j'avais pas fait attention, c'était que du doublage français et c'était le vieux doublage Mais de oui, l'époque du Club d'eau qui a son charme, mais qui a vieilli. qui a beaucoup vieilli et du coup, je me suis jamais relancée dedans et j'ai absolument pas, le courage de me lancer dans le manga papier, quoi. Ah, je Il y a comprends. il y a trop et je sais même pas si j'aimerais encore aujourd'hui. Donc je préfère garder ce souvenir des épisodes quand j'étais enfant et me dire, «C'était bien à cette époque-là» parce que si je suis désenchantée en les lisant, je pense que ça va être terrible. C'est bien de garder ces souvenirs, c'est très, très bien. Non, non, mais effectivement, parce que durant cette période, club d'eau, on va dire, tu avais quel âge à peu près? C'était plutôt durant ton enfance, ton début d'adolescence? Alors moi, je suis la génération juste après le Club d'eau, en fait. Ouais. Je suis née dans les années 90. Mmh. Je suis plus, pour te situer l'époque, Pokémon. Ouais, très bien, d'accord. Fin Genre 90. ouais, voilà. Je me souviens que ma mère enregistrait les épisodes de Pokémon sur des cassettes VHS Trop bien. pour qu'on puisse les voir après l'école si on ratait les épisodes et elle mettait des autocollants, de Pokémon dessus. Je connaissais le Pokérap par cœur. Déjà, ta mère Ce est incroyable. Pour avoir fait ça, c'est fou. Ouais et ouais, du coup, cette époque-là, mais on avait du coup enfin, tu vois, il y a eu le Club Dorothée, je crois qu'après on a eu ABC, Manga ou un truc comme ça et OK, après c'est devenu Manga TV et je crois que Manga TV a disparu dans le courant des années 2000, d'accord, OK. Très bien. mais voilà. Très, très bien. Et pour, heu, pour continuer sur cette période, je sais pas pourquoi dans cette émission, tout le monde me dit que non, qu'il y a pas eu de problème avec ça, mais selon les dernières stats du CNL, la lecture, est arrêtée durant la période de l'adolescence. Est-ce que toi, tu as eu ce moment, cet âge rebelle où justement tu t'es dit: «Non, les mangas, c'est pour les bébés» et tu as arrêté? Hem, Bah, en fait, je lisais pas beaucoup de mangas comme je te disais, Ouais, donc du coup, moi j'étais vraiment, plus, dans la littérature. ouais, Quand j'étais enfant. Le manga, ça passait. En fait, je pense que j'ai jamais conscientisé le manga en tant que tel avant très tardivement dans ma vie. Je voyais d'accord. surtout ça comme un pur divertissement et un truc, qui était un peu honteux, Je Mmh. me souviens que j'avais lu au collège peut-être Nana au CDI, OK, quand trop bien. même, Ouais, mais sinon dans l'adolescence, je lisais beaucoup, mais pas de manga, pas de BD. C'est revenu, plus tard, en fait. OK, très, très bien. Alors tu viens de parler de Nana. Je Mmh. pense que la transition est on pouvait pas avoir mieux. Justement, tu es connu, notamment pour ton podcast Immersion Mmh. et où tu te concentres sur des œuvres, écrites, majoritairement par des femmes ou en tout cas le féminin est mis en avant. Mmh. Quel a été ton 1er déclic avec le shoujo, par exemple? Alors pareil, c'est compliqué à dire dans le sens où j'ai mis du temps à comprendre ce qu'impliquait le shoujo en tant que tel, en tant que cible éditoriale, en fait. Mmh. Mais je pense que enfin, si tu veux, quand j'étais plus jeune, je regardais un anime où je lisais, des scans. Mmh. Oh mon Dieu, ne dis pas le mot interdit. Oui, bah, j'avais pas de sous, OK? On est J'étais tous pauvre. bah oui, malheureusement. Je faisais pas du tout attention à ça, Mmh. hem, mais qui m'ont marquée, je sais il y avait Sailor Moon. D'accord. Ça vraiment Nana évidemment. Nana, ça a été un choc à l'adolescence. Mmh. Hem, je pense comme beaucoup d'adolescentes d'ailleurs.
Ouais. Mmh. Et puis bon, j'étais gothique, j'aimais le métal et le rock, enfin bon, ça me parlait énormément. Donc ça fonctionnait bien sur moi et je pense que ouais, Nana a joué un grand rôle, mais Sailor Moon aussi, elle m'a et Sakura aussi, en Ouais. fait. C'était des héroïnes, que je trouvais, assez géniales, elles me plaisaient, quoi et c'est vrai que je pense que oui, Nana, ça a été le choc, pour Très bien. être je suis pas originale, mais bon. Non, non, mais on est tous passés par là, est-ce que c'est le côté un peu rebelle, un peu libérateur qui t'a plu dans ce personnage ou c'est autre chose? Dans ces personnages? Je crois que ce qui m'a il y avait le fait que je me sentais, je peux pas dire que je me reconnaissais dans les personnages, mais qu'en tout cas, le fait que ce soit sur la scène rock, je m'y retrouvais pas mal, Ouais. et j'aimais beaucoup la relation qu'elles ont, Nana et Hachi, en fait. Mmh. J'avais pas beaucoup d'amis, moi, quand j'étais enfant ou quoi et c'est vrai qu'elles avaient une relation que je trouvais merveilleuse et ça m'a beaucoup marquée pour ça, pour cette, sororité, même leurs histoires enfin oui, les histoires avec les garçons, ça me mais en même temps, je pense, enfin, aujourd'hui, avec le recul, je me dis: «Tout était toxique, en fait». Ce manga est toxique par Beaucoup essence. beaucoup de choses étaient hyper toxiques, mais en fait, ouais, je sais pas, je trouvais que Nana Osaki, elle était, incroyable, je la trouvais super stylée, Mmh. et ouais, je pense que c'est ça qui a joué. Sororité que tu retrouves également, dans Sailor Moon et dans Oui, Sakura d'ailleurs aussi. ouais, ouais et c'est des mangas qui montraient, même si je pense que je le conscientisais pas à l'époque, des filles qui sortaient un peu des carcans, quoi. Bien sûr. Mmh. Et ça m'a toujours fait rire d'ailleurs parce que Sailor Moon, par exemple, je sais que je les ai lus, mais on les regardait beaucoup en animé et je me souviens qu'à l'école, les garçons avaient vachement honte de dire qu'ils aimaient Sailor Moon. C'est fou. C'est fou, ouais. Bah oui, Non, mais parce que ouais, c'était des filles, alors qu'en fait, elles étaient hyper stylées, quoi. Je mais veux bien dire, sûr, mais elles bien étaient sûr. toutes trop cool et je me souviens que, les garçons assumaient pas du tout, d'aimer Sailor Moon, alors que moi, justement, je trouvais ça génial que, bah, ouais, c'est des filles et elles sont super stylées et elles cassent des bouches, quoi et Bien c'était sûr. top et puis Sakura, c'était fantastique aussi, Ah, c'est génial. ouais. Je sais pas ce que tu en penses, mais le retour des Clamp dans la collection, qui leur est dédiée chez Pika, j'ai très, très hâte du retour justement de Sakura parce qu'avec, Tokyo Babylon non, qu'est-ce que je raconte? Pas Tokyo Babylon, Cross Holic et le reste qui va arriver, Mmh. ça annonce du très, très beau, quoi. Ouais, 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 j'ai très, très hâte aussi. Je suis pas, intéressée par tout, mais il y a des titres, ouais, Tokyo Babylon mais RG Veda aussi que j'attends énormément, Oui. qui visuellement m'a toujours attirée et je me suis dit: «Il faut vraiment que je le lise celui-ci». Ouais. Bon, merveilleux. D'ailleurs, tu parles de tes amis, dans la cour de récré. Tu fais donc tu le disais, tu fais partie de la génération, Pokémon Mania. Mmh. Le manga, avait quelle réputation à l'époque, si tu t'en souviens? Hem, c'est difficile à dire. J'ai l'impression qu'en tout cas, pour ce qui était de Pokémon, c'était complètement admis, et puis je crois que la génération, d'avant, donc du coup du club d'eau, avait déjà peut-être fait un peu les pieds, Ouais, à tous les adultes bien sûr. et non, j'ai le souvenir que c'était plutôt, OK. Après enfin, encore une fois, j'ai pas des masses de souvenirs de cette Mmh. époque-là. Hem, j'ai jamais ressenti de honte à regarder des animes ou à aimer des mangas. Enfin, ça m'a jamais, on me l'a jamais Ouais. reproché. C'était même plus, tu vois, plus tard, en fait, que ça a été compliqué, quand OK, j'étais à OK. l'université. Ah ouais, d'accord, Mmh. OK. Par tes camarades, par tes professeurs? Bah, j'ai fait une fac de lettres modernes, donc Ah oui, mmh, ouais. bon, le manga, Déjà que la bande à dessinée, côté c'est mal vu, voilà, donc c'était un peu compliqué et là, à cette époque-là, je sais que parmi les gens, qui m'entouraient, surtout les premières années de fac, je disais absolument pas que ah ouais. j'attendais désespérément la nouvelle saison de l'Attaque des Titans, par exemple, je disais rien, quoi. Ah mon Dieu, je maudis cette période. Je comprends. Très bien.
Ouais, c'est dur Heu, la fac, hein. c'est très dur. Si tu trouves pas les bonnes personnes pour partager, Mmh. tes passions, c'est compliqué. Ouais. Alors, j'ai également pu, parcourir, l'ensemble de ta chaîne pour la préparation de cet épisode. Il y a pas que les shoujo que tu mets en avant. Il y a aussi pas mal de titres, notamment des boys love. Ah bah oui. Quel a été ton premier boys love? Oh là là, c'est Jonju Romantica. Alors qu'est-ce que c'est? Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas. Je sais même pas comment le décrire parce que, heu, bah, c'est juste, enfin c'est juste. Non, c'est un gros morceau quand même. Je peux pas commencer avec «c'est juste». C'est si ma mémoire est bonne, parce que je ne me suis pas replongée dedans même quand j'ai travaillé sur Boys Love parce que je me suis dit: «Non, je veux pas», genre, de mémoire, c'est l'histoire d'un écrivain, qui cherche un assistant et c'est un lycéen ou un collégien, je sais plus, peut-être plutôt lycéen, qui va travailler pour lui et va se créer une histoire d'amour avec un age gap, énorme, Ouais. avec un personnage, adulte du coup qui a un ascendant terrible sur le jeune garçon. Mais c'est, les premiers émois amoureux, voilà, je sais même pas trop comment le C décrire. En plus, ça a vraiment une vibe, esthétiquement parlant très, boys love, fin 90 début années Ouais. 2000 que Mmh mh. personnellement aujourd'hui je n'aime plus du tout. OK. OK. Mais ouais, ça a été ça mon premier BL. Très C'est bien. c'est honnêtement, je sais que c'est le cas de beaucoup de lectrices de boys love et on est Ouais. tous d'accord pour dire que du coup, c'est très formateur pour la suite parce que, bah, on voit, un titre qui pose bien les bases Oui. de tout ce qui peut être problématique dans certains BL, en fait. Ouais. Notamment les Donc relations d'ascendance, ouais, notamment le ça, ouais. manque de respect, très bien. Bon, de toute façon, on aura l'occasion d'y revenir. Hem, Justement, tu viens de le citer, hein, tu as dit que tu avais préparé plutôt Ouais. un épisode sur le boys love. C'est dans le cadre de ton podcast qui s'appelle Immersion. Bien Mmh. évidemment, vous aurez, tous les détails, en description de cet épisode parce que foncez, ce sont 5 épisodes pour l'instant qui sont incroyables et Merci. le bah, c'est plutôt merci à toi. Et pour le premier épisode du podcast, tu parlais de 2 mangas précisément, Mmh. que sont Lady Oscar de je n'ai plus son nom, Ryoko Ikeda, merci énormément, je t'en prie. et Innocent de Shinichi Sakamoto, Tout à qu'on fait. connaît aujourd'hui pour DRCL et Ouais. bien sûr qui a marqué, le paysage du manga avec, Ascension, mais surtout Innocent et Innocent Rouge, si je ne me Oui, trompe c'est pas? ça, tout C'est à ça? fait. OK, Ouais, ouais. très bien. Alors, la question, toute simple, que j'aimerais te poser pour, commencer, c'est pourquoi avoir commencé ton podcast avec ces 2 mangas, précis? Alors attention, réponse, pas du tout impressionnante, juste j'étais obsédée, heu, en 2020, j'ai lu consécutivement La Rose de Versailles et Innocent Très et je bien, me suis bah, et oui. ça faisait longtemps que ça maturait dans ma tête de faire un podcast, Ouais, hem, qui d'ailleurs, bah, je sais que tu les as réécoutés les épisodes, avant de préparer l'émission, tu as dû le voir, il y a une vraie évolution dans le oui, format, dans la structure et totalement. cetera parce que c'est Mmh. vraiment un projet en fait qui a une ligne éditoriale plus ou moins claire pour moi, mais qui en fait évolue aussi en fonction de moi, mon évolution en tant que personne, en tant que lectrice. Donc du coup, Mmh. c'est vrai que ça change beaucoup et à cette époque-là, bah, mon obsession, c'était, La Rose de Versailles et Innocent, quoi. En fait, je pouvais pas m'empêcher de faire le lien entre les 2 Mmh. et surtout, ça m'a permis de refaire un exercice que j'aimais beaucoup à l'université qui est la littérature comparée. Qui Oui. consiste à utiliser, en fait, bah, très souvent, 2 œuvres, peu ou prou similaires ou avec des différences et essayer d'en tirer des analyses et voir qu'on peut tirer quelque chose en termes littéraires de ces 2 titres-là. Mmh. Hem, ou même en prenant un corpus d'auteurs, hein. Ouais, Et en l'occurrence, pour Innocent et La Rose de Versailles, j pour moi, c'était une évidence qu'il fallait que bien j'analyse sûr. ça, sous le prisme de la comparaison Mmh. ou, de la littérature comparée.
Donc j'ai apposé la méthode que j'ai appris à l'université pour bosser sur ces 2 titres-là. J'ai vraiment écrit, une dissertation. Mais qui, au final, à l'audio, passe très bien. Parce que tu as aussi adapté le ton, tu as Oui, aussi bien mis sûr, en forme j'ai le essayé. et tu as réussi. Merci et oui, c'est venu de là. J'étais juste obsédée et j'ai toujours beaucoup aimé en fait, c'est mes racines politiques ça, mais la période de la Révolution, Ouais. heu et le fait que, dans La Rose de Versailles, c'est très clair qu'on est intéressé par les personnages féminins. En l'occurrence par contre, pardon, dans Innocent, au début, on commence à s'intéresser à Charles-Henri Sanson Mmh. et on voit très rapidement que Marie-Joseph, sa sœur, prend une place beaucoup plus, Oui. immense et elle est même, je trouve, au cœur d'Innocent Rouge et en fait, quand j'ai vu ça, je me suis dit: «Oh, mais c'est Oscar, c'est Oscar». Bah oui. Mmh. Si elle avait, laissé aller tout ce qu'elle voulait laisser aller et si elle s'était dit: «Je vais être un peu punk aussi», Parce que pour les auditoristes qui ne connaîtraient pas, ces 2 mangas, si tu me coupes si Mmh j'ai mh. tort, mais dans, La Rose de Versailles, qu'on connaît en France sous le nom de Lady Oscar avec le dessin animé qui passait, dans le club, Dorothée, Mmh. on suit l'histoire d'Oscar qui est né fille, mais qui a été élevé à la manière d'un garçon, si on peut dire. En tout cas avec Oui, oui. les codes de l'aristocratie, pré, Révolution, française et Oscar deviendra, on va dire l'épée de Marie-Antoinette et fera les basses besognes, on va dire, de celle-ci, jusqu'à petit à petit tomber dans la résistance et avoir un discours politique très marqué, de la même manière que Innocent, où on suit une famille de bourreaux qui a existé dans la vraie vie, et à travers le fils aîné, Charles-Henri Sanson, qui, de la même manière que Oscar, coupera la tête des opposants politiques du régime. Voilà et il a une sœur absolument stylée. Voilà. Voilà. Et comme tu le dis, qui sera un peu la raison de Innocent Rouge, puisque là, on suivra Mmh. la fille et qui reprendra le flambeau familial et s'en éloignera, si j'ai bien compris. Oui, parce qu'en fait, sans trop spoiler, elle a, un rôle dans les événements révolutionnaires, en fait et d'ailleurs, je trouve que c'est très intéressant de constater que ce soit dans Innocent Rouge ou dans, La Rose de Versailles, je suis désolée, je déborde un peu, Non, mais mais au c'est de contraire. constater que ce soit Ryoko Ikeda ou Shinichi Sakamoto, ils ont choisi que 2 femmes incarnent, d'une certaine manière, la révolution pour le lectorat et je trouve ça hyper intéressant quand on sait que c'est les femmes qui ont marché sur Versailles pour aller chercher Louis Bien XVI et sûr, sa et oui. femme. Voilà. Mais ce qui est intéressant, tu le disais, c'est aussi, lié à tes convictions politiques. Mmh. Durant l'écoute de cet épisode, j'ai relevé une idée, on va dire, que j'ai marquée de la façon suivante: «S'émanciper grâce à sa fonction, c'est remettre en question la transmission d'une position sociale». Mmh mh. En gros, justement, utiliser son rôle pour se défaire des codes, permet, d'aller de l'avant et de développer les idées de liberté qui sont propres à la Révolution française. Cette idée de liberté, d'émancipation, est-ce que justement c'est quelque chose qui te fait écho, toi, dans les récits que tu attends en tant que lectrice? Je pense que oui, parce que ça fait écho à ma vie, privée, en fait et à ma vie tout court. Mmh. Hem, Après, c'est pas forcément ce que je cherche, mais je sais que quand je le trouve, je suis plutôt contente Ouais, tu as une et c'est sensibilité en tout cas. oui, oui, parce qu'en fait, je pense que s'il y a une chose, qui est utile dans la littérature et dans les arts, de manière générale, c'est que ça permet de s'émanciper de plein Mmh. de choses et le manga, en racontant des histoires, permet à des personnages de s'émanciper et c'est vrai que, quand j'y réfléchis, beaucoup de mangas que j'aime énormément, parlent de ça, effectivement. Mais derrière cette question, je voulais aussi te demander, toi qui as l'habitude de regarder le paysage, manga, sur les tables de librairie, Mmh. La Rose de Versailles, c'est sorti dans les années 80 si je me trompe pas.
Oh, 70 70? même. Ouais, 70? ouais. Ok. Oui, 72. 72 même, je Ouais, crois. Ouais. exactement. Ouais. Pardon, hein, excuse-moi. T'inquiète pas, je Euh, connais ma copie par cœur. Ah, mais vraiment. Et surtout, n'hésite pas à me couper si je dis des énormités parce que clairement, je suis novice. Mais Innocent, quant à lui, c'est 2013. Ouais. Euh, alors, désolé, on va prendre un coup de vieux tous les deux, mais 2013, c'était il y a 12 ans. Euh, Je venais d'avoir mon bac. Je ne dirai J'avais eu rien. l'année d'avant. Terrible. Mon Dieu, mon Dieu. Est-ce Oui. que... si ça peut te rassurer, je viens de me prendre un coup aussi. Est-ce que depuis ces 10 ans, tu vois, toi, en termes de sortie, des récits qui ont la même puissance politique, la même force de message, que ce soit en shoujo, en seinen, en shonen, en boys love, que sais-je? En fait, attention, je vais sortir des trucs d'étudiante qui a fait. Bref, je pense que oui, il y a des titres que j'ai lus qui, je pense, ont une aura qui peut être similaire à ces titres-là. Je pense au Requiem du Roi des Roses de Ayaka No, par exemple, Ouais. qui en plus est très queer, comme pouvait l'être La Rose de Versailles. Mhm. Euh, En shoujo, en tout cas, si je dois en citer un. Mais je pense surtout qu'en fait, aujourd'hui, on a cet avantage d'avoir du recul sur les œuvres d'avant, Ouais. d'avoir eu une curation par les éditeurs, d'avoir eu des choses qui sont rentrées dans la pop culture. Mais je pense que, moi, un titre qui m'a bouleversée pendant plus de 10 années, je crois que c'était L'Attaque des Titans. Ouais. Moi, en tout cas, ça m'a autant marqué que d'autres mangas plus vieux. Mhm. Et aujourd'hui encore, je trouve que c'est un manga intéressant à analyser, Ouais. notamment pour ce qu'il peut raconter en termes politiques. Mais ouais, je pense qu'il y a des titres qui ont une aura. Je pense juste le problème, enfin, si c'est un problème, c'est qu'on n'a peut-être pas le recul encore pour se rendre compte véritablement de l'impact. Mais je pense même si One Piece, ça existe depuis une vingtaine d'années, comme c'est pas fini, Mhm. c'est un manga, il y a plein de gens qui ont pas envie de parler de la politique dans One Piece, mais moi, j'aime bien cette idée que les pirates, c'est des anarchistes. Il y a des chercheurs Bien qui ont sûr. travaillé Ouais. là-dessus et donc je pense que là-dessus, One Piece aussi a une dimension énorme, mais il y a des titres comme Vinland Saga aussi Ouais. sur ce qu'il propose en termes de message est hyper intéressant et a un impact aussi. Après voilà, comment on le vivra dans 10 ans, je sais pas. Bien sûr. C'est intéressant que tu parles de One Piece, notamment suite aux dernières manifestations pour Tout à la fait. défense de la Palestine, la défense du Congo et tout ce qui se passe malheureusement aujourd'hui. Le drapeau pirate, justement, a une fonction militante très importante, en fait. Bah, absolument, mais je te dis, je fais un aparté, mais les éditions Libertalia ont édité, je crois, 2 ouvrages sur la piraterie et comment la piraterie, c'est politique en termes notamment de construction des idées anarchistes, Ouais. mais aussi pour tout ce qui touche à la notion de liberté et de Hmm. liberté individuelle, en fait. C'est hyper intéressant. Merveilleux. Voilà. Allez lire ces livres-là. Je sais plus les titres, si tu veux, je te les enverrai, tu pourras les mettre. Ah, mais avec grand plaisir. Je les mettrai en story et sans aucun problème parce que c'est très important. Et n'oubliez pas, Free Palestine. Tout à fait. Libérons les peuples opprimés, Exactement. tout simplement. Pour rappel, donc, La Rose de Versailles, avec Lady Oscar, c'est disponible aux éditions Kana. Mhm. Innocent, vous pouvez le retrouver aux éditions Delcourt Tonkam. Le Requiem du Roi des Roses, pardon, c'est disponible chez Kiyun. Et Ouais. le reste, je vous laisse faire les petites recherches parce que j'ai oublié les autres titres dont on a parlé. Et bien sûr, Bah, One Piece, One Piece, c'est chez chez Glénat. Voilà, ça c'est évident. Ça, on le sait. Tu parles de Ryoko Ikeda, autant continuer. L'épisode que tu as fait après porte sur un groupe qui malheureusement, enfin non, pas du tout malheureusement, qui se fait connaître depuis les années 70-80, qui est le groupe de l'an 24. Mhm.
déjà, avant qu'on parle de celui-ci, est-ce que rapidement, si c'est possible, tu pourrais les présenter? Qui sont les membres du groupe de l'an 24? Alors, ça va me permettre de faire un peu un update sur l'épisode d'à l'époque. Heu, Génial. En fait, le groupe de l'an 24, mais je crois que je le disais dans l'épisode, c'est un groupe informel. En fait, elles Ouais, se sont pas, définies comme telles. Enfin, il y a Keiko Takemiya dans le lot qui réutilise très souvent le terme. Mais en gros, c'est un groupe d'autrices qui, sont toutes nées en l'an 49 de l'ère Showa, je crois. d'accord. Ouais. Non, pas Shoah, si peut-être. Je ne sais plus, j'ai un trou de mémoire. Hem, qui, au début des années 70 vont toutes se mettre à faire, énormément, enfin à faire du manga. Parmi elles, il y a du coup, parmi les plus connues, Moto Hagio, qu'on retrouve beaucoup chez les éditions Akata aujourd'hui, Keiko Takemiya qui est édité chez Naban. Mmh. Mais il y a beaucoup d'autres autrices dont évidemment, au moment où je dois y réfléchir, le nom m'échappe. Yumiko Oshima, par exemple, mais Oui, qu'on bien n'a sûr. pas chez nous, par exemple. Ouais. Hem Et en fait, elles ont j'aime pas trop le terme révolution parce que pour moi, elles ont pas révolutionné le shoujo dans le sens où elles sont dans une continuité. Mmh. Si vous voulez en savoir plus, écoutez mon épisode, hein, parce que sinon on va y passer des heures ici. Foncez, M foncez. Mettez pause sur Mais cet épisode. concrètement, elles ont en tout cas apporté, une sorte de souffle nouveau, on dit, à cette époque dans le shoujo manga. Heu, Moto Hagio a par exemple participé à démocratiser la science-fiction dans le shoujo. Je dis bien démocratiser, elle ne l'a pas Bien sûr. inventé. Et surtout avec Keiko Takemiya du coup, parce qu'elles ont été colocs un temps, mais on sait aujourd'hui qu'elles se sont séparées en très mauvais termes toutes les 2. D'accord. Elles ont, développé, l'ancêtre du boys love, le shonen ai. Et on a, beaucoup d'autrices en fait enfin elles se sont démarquées pour leur style graphique et cetera. Je veux pas non plus trop empiéter sur l'épisode en Non, non, racontant non, tout, mais si, mais les auditeuristes souhaitent en savoir plus, justement, peut-être qu'on peut les renvoyer vers, la préface que tu as écrit pour, le poème, «Du vent et des arbres», oui, c'est disponible aux vrai. éditions, Naban, où justement tu reviens dessus et typiquement, c'est sûrement l'un des mangas qui permet de comprendre, l'émergence du shonen ai. Ah oui, oui, bah, c'est un des plus emblématiques. Ça, c'est certain. Et alors, bien sûr, vu que vous avez fait vos devoirs, vous êtes allés écouter, l'épisode sur le groupe de l'an 24. Alors comme tu le dis, c'est un groupe qui est informel, qui a été, on va dire que c'est a posteriori qu'on les a Oui. regroupés à travers ce mouvement-là. Mais est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, des mouvements similaires, pas forcément de popularisation, parce que le shonen, le shoujo, pardon, est ancré depuis bien longtemps, mais est-ce que des mouvements d'écriture autour du shoujo marquants pourraient réapparaître? Est-ce que c'est encore possible? Je sais pas. Je sais pas, encore une fois, si ça se trouve, ça se passe sous nos yeux et on s'en rend pas compte parce qu'on n'a pas le recul nécessaire Mmh. et j'ai envie de dire, c'est comme tout mouvement littéraire, en fait, très souvent, c'est a posteriori qu'on en fait une analyse et qu'on dit, Oui. tel auteur, telle autrice vont plutôt dans cette case-là ou quoi. Je sais pas, je pense que les Clamp, avec ce qu'elles ont créé en tant que collectif, elles ont donné aussi un souffle assez nouveau au shoujo à l'époque. Mmh. Et là, on parle, des années 2000. Honnêtement, je sais pas, je me rends pas compte et en plus, je me rends d'autant moins compte que, mon japonais est vraiment pas bon donc je sais pas ce qui se passe en temps Bien sûr. réel au Japon et du coup, c'est vrai que si ça se trouve, il y a des choses incroyables, auxquelles on n'a pas encore accès en France et en francophonie, en fait. Très bien. Pour découvrir, ces mangas, issus en tout cas créés par, ces autrices, du groupe de l'an 24, est-ce que tu aurais d'autres œuvres, qui t'ont marqué, de ce groupe? Parce que dans l'épisode, tu disais que justement tu n'avais pas le temps pour tout citer. Est-ce que, justement tu souhaiterais utiliser cet épisode comme tribune pour, parler d'autres mangas? Bah, mmh,
sans aucune objectivité. J'ai envie de dire que lire tout ce qu'a fait Moto Hagio est intéressant. Bien sûr, ouais. Donc du coup, je vais pas citer un par un. Allez voir ce que proposent les éditions Akata, en fait, Totalement, et totalement. l'anthologie, Glénat qui est très bien aussi, mais je me souviens plus exactement de ce que j'avais cité dans l'épisode, mais je sais que j'avais beaucoup aimé le travail de Ryoko Yamagishi, de mémoire. Mmh. Heu, les titres me reviennent pas, mais elle avait fait, un manga arabesque, voilà, Oui, sur oui. la danse, et je sais plus parce que j'en ai lu énormément vu que j'ai bossé sur 1 an sur cet épisode. C'est compliqué de me souvenir de tout, mais je pense, je l'ai peut-être cité, mais il y a le 1er, Yuri aussi, enfin qu'on considère comme le premier Yuri. Mmh. Je me souviens plus de l'autrice, donc ça sert à rien que j'en parle, en mais non, là, comme ça, oui, je sais pas, découvrez, enfin, après, c'est compliqué de dire aux gens de découvrir, sachant on n'en a pas beaucoup en Mmh. France, en fait. C'est sûr qu'aller vers Keiko Takemiya et Moto Hagio, c'est s'assurer, du bon, je Merveilleux, dirais. merveilleux. Voilà. Est-ce que pour le premier Yuri, est-ce que tu parles de Masako Yashiro avec, Shikeruto Rabu? Ah oui, je crois que c'est celui-ci. C'est ce que me dit en tout cas, Google. Je ne vais pas faire Je semblant. ne sais plus. Je sais que ça m'a marqué parce que c'était très à la mode à l'époque de reprendre des personnages dans un contexte européen, et je me Mmh. souviens une des protagonistes s'appelait Résine Poisson, et je trouvais ça absolument incroyable. D'accord. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Voilà, je me suis dit, elle a assemblé 2 mots français, elle s'est dit: «C'est parfait, ça fait un nom et un prénom». Très, très bien. Je respecte. Et en tout cas, pour répondre à ta question de tout à l'heure, donc c'est bien, l'ère Showa, l'an Ouais, 24 de l'ère OK. Showa, du coup. Continuons, vu qu'on a parlé légèrement de Yuri, autant parler de son penchant masculin, le boys love, Mmh. dont tu as fait également un épisode dédié. C'est fou le hasard. Mais hasard de Mais dingue! c'est dingue, quoi. Et j'avais posé cette question à Chloé, de Complément Shoujo, lors de son épisode, pareil que je vous invite à écouter. Oui, et suivez-la sur ses réseaux, c'est ma copine, elle est trop cool. Bah, bien sûr, bien sûr. Et d'ailleurs, on peut vous retrouver toutes les 2, sur la chaîne collaborative d'Inanna. Oui, qui est le collectif qu'a monté Chloé, tout à fait, et auquel Exactement. j'ai participé, pour présenter le poème du vent et des arbres. Merveilleux. Bon, alors tu disais c'est compliqué de découvrir des titres, mais est-ce que tu as des références dans le boys love qui t'ont marqué, qui pourraient être une bonne porte d'entrée pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas? Oui, alors après ça dépend ce qu'on veut, si on veut, de l'érotisme slash pornographie, ou si on veut des choses un peu plus, enfin, bah, moins graphiques, en fait. Je pense qu'une série qui peut aider si on n'a jamais lu de boys love, qui paraît encore actuellement, c'est, Lullaby at the Dawn, OK. qui est édité chez Taifu. Je me souviens plus, de l'autrice, je m'en excuse. Qui en fait, est une histoire fantastique, Mmh. qui se déroule sur une île, et on suit des personnages qui vivent en autarcie sur cette île, et en fait toutes les nuits, la mer se déchaîne et il y a des sortes d'esprits qui s'incarnent dans la mer et qui veulent s'en prendre aux êtres humains. Donc du coup, sur cette île, on a développé une sorte de servage pour, des enfants, OK. qui passent leur vie toutes les nuits à protéger les êtres humains en se battant contre les eaux noires, ils appellent ça. Ouais. Et il y a une histoire d'amour, entre deux garçons, du coup, en toile de fond. En fait, ça prend pas toute la place, et je pense que pour les personnes qui, sont pas forcément habituées à ce genre de récit, même si bon, aujourd'hui, on est en 2025, et bon, voir de l'homosexualité, dans un manga, ça devrait plus choquer qui que ce soit. Ça peut être une bonne porte d'entrée dans le genre si après on veut, en découvrir plus, et je pense aussi à Un comptable à la cour qui paraît Oui. chez Akata en ce moment, qui Mmh. pareil, c'est, postulat d'isekai, du coup, et juste voilà, il y a une relation homosexuelle dedans. Et après sinon dans les titres,
j'ai pas envie d'être bateau dans mes propositions parce que je pourrais vous dire, lisez Given, c'est sur la musique et puis c'est plié, Oui, mais c'est en tout le soi, monde c'est dit ça. sympa. En Oui, soi, c'est c'est très une bonne sympa, moi lecture. j'aime beaucoup. Mais, je dirais, peut-être, Smell Like Green Spirit, Oui! par qui est, une duologie, qui est super, qui est sur justement un jeune garçon qui découvre, son homosexualité quand il est au lycée. Mmh. Et il va subir beaucoup de harcèlement à cause de ça et en fait, il va se rapprocher d'un camarade de classe, et ils vont découvrir leur sexualité. Je réfléchis, qu'est-ce que je pourrais proposer d'autre? What Did You Eat Yesterday de Fumi Oui, Yoshinaga, ouais. qui est un classique du genre pour le coup où, bah, on suit un couple dans son quotidien et ils font beaucoup de cuisine et moi j'adore les mangas où ça parle de nourriture donc et c'est très feel good, c'est très sympa, et ils se posent des questions, bah, de couple, et ils rigolent beaucoup, des réactions de leur voisinage sur leur homosexualité, enfin voilà. Et je pense aussi au mari de mon frère, je crois que c'est ça Oui, le titre, qui est une bonne porte d'entrée aussi parce que c'est assez pédagogique, dans le genre et de mémoire, c'est pas si graphique que ça, en termes d'érotisme. très bien. Très, très bien. Voilà. Hem, non, mais merci énormément pour toutes tes recommandations. Au contraire, personnellement, c'est pas un genre, auquel je suis familier, de prime Mmh. abord et au contraire, je suis très curieux. Donc, merci énormément. Bah, je t'en prie. Forcément, le boys love, n'est pas forcément, mis en avant aujourd'hui. Qu'est-ce qui t'a amené à découvrir, à te pencher sur ce domaine-là? Est-ce que, c'est, par, envie de lectrice? Est-ce que c'est également, pour des raisons, on va dire, de connaissance de son patrimoine, manga? Pourquoi tu t'es penché vers le shoujo, vers le boys love, vers ces genres, qui traitent, beaucoup de la vie, des personnages? Hem, bah, en fait, je pense que je c'est compliqué à dire parce que j'ai toujours lu plus ou moins de toutes cibles éditoriales confondues et j'ai vraiment fait de ces sujets-là des objets de recherche, à partir des années 2020. D'accord. Mais, ce qui fait que tu veux dire dans ma temporalité actuelle ou dans le passé, pourquoi je suis allée vers cette Hem, chose-là, en fait? alors j'étais plus sur dans le passé, pourquoi tu t'es Ouais. tourné vers là, mais même dans le présent, aujourd'hui, comment tu vois ces gens-là, de par, les différentes casquettes que tu as? Mmh. Tout ça en tant que lectrice, comment tu jongles avec tout ça? Bah, alors ado pour le boys love, je pense que je me suis tournée vers ça, parce que j'ai compris, assez jeune que j'aimais bien les filles et les garçons, et je trouvais que le yuri, en l'occurrence, qui parlait de relations lesbiennes, c'était, en tout cas dans les années 2000, beaucoup trop, porno, labellisé quoi, Mmh. enfin on sentait que c'était beaucoup d'hommes qui écrivaient des histoires, lesbiennes, par pure idée de fantasme. Oui. Là où dans le boys love, en fait, même si je nie pas du tout qu'il y a une idée de fantasme et qu'en plus c'est essentiellement, c'est beaucoup écrit par des femmes, Mmh. hem, il y a une vraie réflexion autour des relations amoureuses et puis je sais pas, j'ai toujours accroché en fait dans le BL à cette manière, et c'est les recherches d'ailleurs le disent beaucoup, de raconter les histoires d'amour où en tant que lectrice, je peux me distancer des personnages parce qu'il y a pas de personnage féminin. D'accord. Et c'est une réalité et les chercheurs et les chercheuses ont beaucoup parlé de ça, c'est que s'il y a autant de lectrices aussi de boys love, en sachant que c'est des histoires d'amour entre garçons, enfin, ça pourrait d'une certaine manière être étonnant. C'est justement parce qu'on a cette possibilité de distanciation en Ouais, tant que femme, où, du coup, on n'est pas dans des schémas très patriarcaux puisqu'on est face à 2 hommes bien sûr. et encore aujourd'hui, je suis très reconnaissante d'avoir fait toutes ces lectures, boys love. J'en ai lu vraiment beaucoup en plus pour le coup. Ouais. Parce que du coup aujourd'hui, à 30 ans, bah, j'apprécie enfin de lire des romances hétérosexuels parce que j'ai plus problème d'identification au personnage féminin. Et D'accord. je sais que c'est clairement dans mon parcours de lectrice d'avoir lu beaucoup de boys love avant, qui jouent sur ça
Et, et oui, je sais plus du coup où j'allais en disant ça. Comment tu en es venu au boys love, au Ah oui, shoujo, c'est vrai, et j'étais là. aujourd'hui, quel est ton regard sur toutes ces catégories éditoriales, vu que tu as plusieurs, on va dire, casquettes de lectrice? Voilà. Merci de me recentrer. Non, 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 merci à toi. Et pour le shoujo, là, pour le coup, j'ai pas vraiment d'idée. Je pense simplement que en tout cas, quand j'étais plus jeune, c'était, bah, pour le coup aussi une question d'identification, mais d'identification à des héroïnes, Mhm. où je les trouvais super cool et super stylées. Et aujourd'hui, je dirais que j'ai un regard aussi qui est beaucoup plus militant, beaucoup plus féministe. Ouais. Et si en fait, malgré le fait que je lise vraiment de tout en manga, si j'ai fait le choix de plus mettre en avant des femmes, c'est parce que, bah, c'est ma ligne politique, Bien c'est sûr. mes ambitions, en tant que femme aussi, de mettre en avant des femmes. Et c'est bien parce que ça suit plus ou moins, j'ai l'impression, dans la société, même si Ouais. on commence à sentir le backlash actuellement, mais ouais, voilà. Et du coup, avec mes casquettes, bah, c'est vrai que je suis très contente de ne travailler que sur des shoujo en tant que préfacière, Ouais. Très parce bien. que, je suis à l'aise là-dedans. Ouais. Et et je trouve vraiment que c'est une cible éditoriale qui a plein de choses à proposer, mais comme toutes les cibles éditoriales, hein, mais je sais pas, j'ai un affect particulier et je pense aussi que c'est parce que, entre lectrices de shoujo aussi, on peut se retrouver, je Mhm. vois qu'on a aujourd'hui entre créatrices de contenu, même autour de ça, on est assez soudées, donc je pense qu'il y a c'est c'est un ensemble de choses qui font qu'aujourd'hui, je suis Mhm. encore autant attachée, au shoujo ou au boys love, en fait. Merveilleux. Très bien. Très bien. Non, mais merci beaucoup pour cette explication. Alors, on va arriver doucement à justement ton métier de préfacière. Juste avant ça, j'avais une petite question, notamment par rapport on va dire, à l'écho, comment dire, la mise en avant de ces Mmh. catégories éditoriales. Euh, Est-ce que selon toi, même si je pense peut-être connaître déjà la réponse, mais est-ce que tu penses que le shoujo et les autres catégories de ce style sont assez mises en avant aujourd'hui en France? Et surtout, bah, on a des tentatives éditoriales comme, bah, on en a parlé, le poème du vent et des arbres qui était le premier Shonen Ai, le premier Boys Love, donc des œuvres patrimoniales. Est-ce que est-ce que ce marché, selon toi, de la même manière, est assez mis en avant, tout simplement? Alors, je dirais clairement, pour avoir attendu certains titres une quinzaine d'années, oui, on est sur du mieux. Ouais, Je pense, qu'il y a on est sur du mieux parce qu'il y a des lignes qui bougent aussi, dans la société de toute façon. Parce que c'est vrai que si on regarde au matrimonial, pour le coup, heu, ça fait des années qu'on a plein d'auteurs patrimoniaux, en manga et cetera. ouais. En matrimonial, ça a vraiment mis du temps. Mmh. Je sais en plus, pour être en contact avec les éditeurs que, c'est il y a beaucoup d'éditeurs qui étaient frileux à l'idée de d'éditer, du matrimonial. Et je pense Mmh. notamment, je pense que l'exemple le plus probant, c'est, l'anthologie Motohagyo qui sort, je crois en 2013, Ouais. qui met 10 ans à écouler 1000 et quelques exemplaires. Mmh. Heu et et elle est adoubée, au Festival international d'Angoulême, je crois l'année dernière ou l'année d'avant, je ne Ouais. sais plus. Et soudainement, tout le monde s'y intéresse et donc du coup, Glénat, réédite l'anthologie, Mmh. et suit le mouvement aussi lancé surtout par Akata de proposer l'autrice, de manière pérenne dans un catalogue. Donc oui, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Maintenant, en tant que femme, en tant que lectrice, je trouve que c'est pas encore assez. Je trouve qu'on a encore trop tendance, et je l'ai fait moi aussi, à se dire que s'il faut parler de femmes, dans le milieu du manga, on va faire des sortes
de catalogues et des anthologies de plein de choses et présenter plein de trucs Mmh. en même temps, et cetera. Ce que je trouve assez dommage. Mais en fait, je remarque que c'est le cas, même dans le cinéma, dans la peinture, dans la littérature. Enfin, je prends un exemple tout bête, mais je m'intéressais à la poésie arabophone écrite par les femmes. Bah, tout ce que je trouve, c'est des anthologies. Je trouve pas d'œuvres complètes d'autrices. Oui, Et d'accord. pour le shoujo, j'ai l'impression il y a un peu ce truc au niveau des médias aussi de dire on fait des sortes de Mmh. catalogues De d'autrices ouais. parce que comme ça, on les cite et on dit que oui, bah, les autrices, elles existent et puis voilà, on vous en a parlé, vous êtes contentes, les féministes. On vous a parlé de femmes et on s'intéresse pas plus en profondeur au sujet. Mmh. C'est aussi en train de changer un petit peu, je trouve, avec des initiatives d'éditeurs, hein, parce Oui. que c'est des choix éditoriaux aussi de suivre, bah, d'avoir une politique d'autrice, en Mmh. l'occurrence, de suivre des autrices sur leur carrière. Après, pour le matrimonial, je tiens quand même à donner, ses crédits aux éditions IMHO qui ont publié beaucoup de Ouais. femmes qui ont travaillé, dans le manga indépendant et alternatif comme Garo. Mmh. Hem et Les Arts Noirs qui a fait quelques tentatives aussi et même Kana avec, la collection Sensei essaye quand même, de faire des choses. On espère une réédition de La Rose de Versailles un peu mieux quand même. Ouais, s'il vous plaît. Mais voilà, il y a quand même eu des tentatives. Donc par rapport à avant, oui, je pense qu'il y a du changement, ne serait-ce que, bah, tu vois, la réédition des Clamp, par exemple, je pense que c'est très et pas que ça, les rééditions des Hakimi Yoshida. Enfin, Mmh. moi, Mmh mh. Banana Fish, ça faisait des années que j'en rêvais. Quand c'est revenu au début des années 2020, genre, j'étais là, genre: Oui, c'était la consécration, bien sûr. «Dans quoi je vis vraiment cette époque?» C'est incroyable, de voir, Keiko Takemiya arriver, de voir, on sait que le cœur de Thomas de Moto Hagio va reparaître, donc oui, si, il y a des avancées, ça bouge. Maintenant, est-ce que le public suit? Je sais pas du tout, Mmh. mais je pense aussi qu'il faut peut-être aussi que les éditeurs acceptent que, bah, dans une société misogyne et patriarcale, oui, les femmes vendront moins et donc revoir ces tirages à la baisse pour s'assurer une pérennité des séries dans le temps. Ouais. Mais je pense qu'il faut continuer sur ce chemin-là, en tout cas, parce qu'on sera content dans quelques années de se dire, il y a des éditeurs qui ont eu le courage d'éditer ces titres auxquels ils croyaient pas, quoi. Très bien, très bien. Bah, justement, ces éditeurs qui auront le courage de franchir le pas et de publier enfin des autrices de renom, peut-être que parmi eux, il y aura des mangas dans leur, sélection ou, dans, la préface, on aura l'occasion de voir, une signature d'une certaine Ariane, Oui. c'est toi. Heu Alors, parce que comme on l'a dit, durant le début de l'épisode, tu fais également des préfaces pour, Mmh. de base, Panini Manga, mais, désormais également pour d'autres maisons d'édition, puisque je pense notamment à Naban. Ouais. Hem, la question un peu de journaliste à la con, heu et je n'ai pas la prétention de dire que je fais du journalisme, loin de là, mais en fait, d'où ça vient cette collab, avec, les éditions Panini, puis les éditions Naban, si on a le droit de le dire, bien sûr? Oui, on en a déjà un peu parlé, dans d'autres émissions. Pour Panini, faut savoir qu'à l'époque où ils rééditent, Banana Fish, moi j'avais écrit un peu avant, je crois en 2019 sur mon blog à l'époque, j'avais écrit un article sur Banana Fish justement, où j'avais fait tout un travail d'analyse sur Banana Fish et cetera et heu et je me souviens que Panini réédite Banana Fish, je me dis: «Waouh super!» Sauf qu'en fait, une réédition de Banana Fish a entraîné que mon article sur Banana Fish s'est retrouvé en main page sur Google quand on tapait le titre Bah oui. du manga et en fait, chez Panini, ils sont tombés sur cet article et à l'époque où ils pensent à éditer la suite du coup, enfin, qui n'est pas vraiment une suite, mais qui est dans le même univers alternatif, Yasha, Mmh. d'Akimi Yoshida, j'ai reçu un petit message privé des éditions Panini me demandant si ça m'intéresserait d'éventuellement travailler sur Yasha, parce qu'ils avaient lu mon article et qu'ils le trouvaient chouette, Mmh. et qu'ils pensaient que ce serait intéressant. Finalement, ça s'est pas fait, pour, notamment, je crois, des raisons économiques, en fait. D'accord. Parce que bon, bah, oui, je suis payée quand même pour écrire. Ce qui est la moindre des choses, bien évidemment. Voilà. Hem
Et je crois qu'à peu près à la même période, en fait, je sors mon épisode sur le groupe de l'an 24 D'accord, de ouais, mon podcast. ouais. Et là, qui m'envoie un message? Tiens, tiens, tiens. Les éditions Naban, qui venaient de publier Destination Terra, du coup, de Keiko Takemiya. Ouais. Et Alexandre, du coup, qui gère la communication, notamment chez Mmh. Naban, m'avait envoyé un message en me disant on a écouté ton épisode et voilà, je te le dis et tu restes dans le secret. On a fait une offre sur le poème du vent et des arbres. Ça remonte, hein, ça fait 3 ans, 3-4 ans peut-être. D'accord, OK. Et on aimerait que tu en écrives les préfaces. Bon, Incroyable. le fait est que du coup, ils ont eu les droits, je crois, fin 2024 et on a lancé la machine que cette année. Mais voilà comment ça s'est passé en fait. D'accord. Très Donc bien. c'est ce que j'ai produit sur le manga qui m'a permis, d'avoir ces contacts-là et je suis très reconnaissante d'ailleurs à ces maisons d'édition de me faire confiance depuis, Panini 2 ans maintenant et Naban depuis cette année. Merveilleux. De toute façon, la qualité est au rendez-vous. Merci. Parmi les différents, travaux éditoriaux que tu as pu réaliser, on retrouve, Mars de Fuyumi Soryo, Host Club, Mmh. Le lycée de la séduction de Bisco Hattori, New York, New York, Le sommeil d'Ève, donc New York de Marimo Ragawa, Ragawa si je prononce ouais, bien, merci. Et donc Le sommeil d'Ève d'Akimi Yoshida, tout ça, c'est aux éditions Panini. Et comme on l'a dit, ouais. donc, le poème du vent et des arbres de Keiko Takemiya aux éditions Naban. Euh, J'imagine que tu es familière avec la majorité des titres sur lesquels tu travailles, mais est-ce que les maisons d'édition, Panini notamment, s'est tourné vers toi, vers des œuvres que tu ne connaissais pas auparavant? Hem, alors Panini, ils sont très cool parce qu'ils me proposent souvent de bosser sur des séries, et je peux choisir et très souvent, oui, ils me proposent de bosser sur des titres, bah, que je connais, mais je crois pas qu'ils sachent tout le temps que je les connais. Je sais quand on m'a proposé Host Club, moi, Host Club, j'avais jamais fini, le D'accord. manga à l'époque. Donc du coup, je me suis retrouvée, bah, enfin, c'est mon travail aussi, à devoir, tout relire, me refaire l'intégrale et cetera. Mhm. Mais j'ai déjà, refusé, de travailler sur certains titres. On m'avait proposé de bosser sur Vampire Knight, par exemple, qu'ils ont D'accord. Ok. réédité. Ouais. Je l'ai pas fait. Les sujets sont trop, Mhm. Oui. j'aurais trop de mal et puis en plus j'avais un délai très court pour, me lancer D'accord. dedans, donc du coup ça s'est pas fait. Mais, en l'occurrence, pour le moment, je n'ai travaillé que sur des séries que je connaissais plus ou moins ou D'accord. voilà. Et est-ce que justement connaître ces mangas, ça te permet d'avoir une base sur laquelle démarrer, ou au contraire, à chaque fois, c'est l'occasion de revenir sur ce manga, de le relire à l'occasion, et de là, tu as des idées qui fusent et c'est le moment de travailler. Est-ce qu'il y a besoin de ce travail de redécouverte en aval ou en amont? Ouais, il est complètement nécessaire, Ouais. hem et en fait, il est nécessaire tout le long de processus d'écriture des préfaces parce que, comme j'écris une préface par volume, Mmh. c'est ce que j'en ai beaucoup parlé déjà, je lis et je relis et je Mmh. relis et je relis. Je relis jusqu'à la nausée, hein, parce qu'il y a des titres, aujourd'hui, je pense à Mars, par exemple, Ouais. depuis que je crois que la publication s'est finie il y a 1 an et demi, je les ai pas rouverts, depuis que j'ai rendu mes préfaces. Oui, ça m'étonne pas, ouais. Enfin, j'ai tellement relu et puis en plus, j'ai un affect très particulier au manga. Host Club, c'est pareil, beaucoup de mangas sur lesquels je me relance pas après parce qu'en Mmh. fait, je pense qu'on se rend pas forcément compte en tant que lecteur ou lectrice quand on a le livre entre les mains qu'en fait, moi, pour écrire 7 pages de Oui. préface, le manga, je l'ai peut-être lu 5 fois. Ah Le ouais! le tome, je l'ai peut-être lu 5 fois pour en dégager des choses parce qu'en fait, oui, je dégage des idées, des pistes, au Ouais. fur et à mesure que je lis et que je relis et aussi que je réinterprète moi en tant que lectrice le titre. Parce que Mars, par exemple, de Fuyumi Soryo, je l'avais lu, il y a un moment. Mmh. C'est sûr que mon regard de femme de 30 ans par rapport à mon regard de jeune fille, de 20 ans à l'époque quand je le découvre, a complètement changé en fait sur, la manière dont j'avais envie d'aborder le manga. Mmh. Et puis il y a aussi que Panini sont très cool, j'ai carte blanche à chaque fois. OK. Je leur demande toujours quand même
enfin, je pense notamment à Mars, quand il a été question d'évoquer l'inceste, Mmh. des violences, intrafamiliales et incestueuses. Voilà, s'ils sont d'accord que j'aborde ces sujets-là parce qu'on ne sait jamais, comment ça se Bien passe. sûr. Mais oui, oui, je lis, je relis, je redécouvre, à tel point que je connais vraiment le manga par cœur et Oui, j'arrive à un stade même où des fois je me dis: alors je me souviens que dans tel volume, il y a ce dialogue» et je suis capable de le rouvrir et de le retrouver. Enfin, d'accord, ouais. c'est vraiment à ce point. Parce qu'effectivement, il y a pas forcément des thèmes qui tombent sous le sens, ou au contraire qui sont peut-être, de prime abord trop durs à on pense qu'ils sont Mmh. trop durs à aborder. Pour rappel, Mars, bah, c'est l'histoire d'une jeune fille, assez timide qui passe, son temps à dessiner. Elle va rencontrer un motard, si je me trompe pas Ouais, un et petit bad boy. un bad boy et de là, il va se construire une histoire, d'amour. Mmh Mais mh. c'est vrai que ça, c'est le on va dire, c'est le résumé, quoi. Ouais, c'est Mais la surface. Mmh. derrière ça, j'imagine que toi-même, comme tu le dis, il y a un vrai travail de pas d'introspection, mais de tu creuses le sujet peut-être bien au-delà de ce que quelqu'un qui lit rapidement ne verra pas, quoi. Oui, bah, en fait, je pense que, si tu veux, dans mon process d'écriture des préfaces, heu, il y a une question que je me pose toujours, c'est: «Qu'est-ce que j'aimerais qu'on me dise, moi, sur D'accord. ce manga, si je me mets de l'autre côté, en fait?» Mmh. Et en me posant cette question, je me suis surtout posé la question, enfin, des préfaces, si tu veux, avant d'écrire de la préface, justement, j'en ai lu beaucoup aussi. Bien Et sûr. la préface, à l'origine, c'est surtout un travail d'éloge d'une œuvre, Mmh. et on se rend compte aujourd'hui que de plus en plus, quand même, de personnes qui écrivent des préfaces, donnent quand même des pistes de réflexion et d'analyse et de compréhension parce qu'en fait, il y a des choses qui sont surtout en poésie, je pense, parce que je lis beaucoup de poésie. Ouais. Heu, Beaucoup de préfaciers de poésie, par exemple, prennent le temps d'expliquer un peu, de quoi il en retourne parce que c'est des sentiments très humains et très personnels à chaque fois. Et donc oui, quand j'écris mes préfaces, je me pose vraiment cette question: «Qu'est-ce que moi j'aimerais qu'on me dise sur ça? Et qu'est-ce que je peux trouver à partir de ce que j'ai lu?» Et très souvent, du coup, c'est une réflexion en arborescence, si tu veux, où j'ai le truc de base et puis après je me Mmh. dis: «Ah, il y a ça qu'on peut aborder, il y a ça qu'on peut aborder» et cetera. Je Ouais. finis avec une page, de ressources, d'infos, de trucs, gigantesques et après, bah, je pioche dedans, pour, écrire les préfaces parce que le travail qui est compliqué chez Panini, au niveau de la préface, c'est que, Mmh. j'écris une préface par volume, mais l'objectif, c'est quand même qu'il y ait une sorte de continuité entre toutes Oui. les préfaces et que du coup, si on veut se dire: «Je vais juste relire toutes les préfaces», ça fasse une sorte de gros texte, complet, du début à la fin du manga, en fait. Très bien. C'est intéressant cette pensée en arborescence parce que, bah, moi dans mes notes, tu vois, j'avais noté que tu parlais tant, dans le cas de New York, de l'homophobie dans les milieux policiers que, Mmh. dans, Le Sommeil d'Ève, Yasha Next Generation, où là c'est une mythologie polynésienne, des Ouais. sujets alors peut-être que l'homophobie dans les milieux policiers, c'est peut-être, lié quand même au récit, de New York, Mmh. mais effectivement, mythologie polynésienne, c'est pas forcément le premier truc auquel on peut penser pour une préface et au Ouais. contraire, ça donne une valeur et une seconde lecture hyper intéressante pour ensuite, ce qui nous attend pendant 200-300 pages. Ouais, mais en fait, c'est ça qui m'intéresse, surtout que, hem, sur le sommeil d'Ève, au début, je me suis dit: «Je vais pas avoir grand-chose à raconter quand même parce que, Mmh. bah, va y avoir 3 volumes, quoi», ça fait, 5 ou 6 volumes au Japon, c'est vraiment pas énorme, ça me donne pas beaucoup de matière et justement, à force de relecture, je me suis dit: «Mais en fait, c'est hyper intéressant» et je me suis tapé, ouais, un bouquin de 500 pages sur la mythologie, polynésienne hawaïenne en anglais, évidemment, parce qu'on n'a pas trop de trucs comme ça en France et c'était hyper intéressant et en fait, c'est aussi parce que les autrices sur lesquelles je travaille me donnent la possibilité d'avoir Mmh. des choses, sur lesquelles me nourrir, hein. Bien sûr. Parce que, je suis pas sûre que je pourrais faire ce travail, sur tous les mangas de l'univers. Mais, c'est sûr que, Akimi Yoshida, elle a toujours, des sortes de récits à tiroir, avec, plusieurs, sens, plusieurs niveaux de lecture et du coup, c'est hyper Mmh. intéressant et ouais, bah, la mythologie, polynésienne, hawaïenne, moi, je pensais pas non plus que j'arriverais à en tirer quelque chose d'intéressant Mmh.
Et j'avoue quand j'ai relu les préfaces avant de les envoyer, je me suis dit: «Si, ça va, c'est pertinent» et c'est vrai que ça bah, ouais, ça collait, Ouais. quoi. Oui, puisque dans cette préface, en fait, tu compares la mythologie polynésienne à travers, le récit du passage à l'âge adulte, en fait. Mmh. Ouais, qui est un sujet récurrent chez Yoshida et qu'en fait, elle aborde de plein de manières différentes et c'est ça qui est hyper intéressant, et pourquoi j'adore travailler sur cette autrice, je lui ai consacré un épisode d'1 heure et quart, je crois, sur mon podcast, c'est pas pour rien, Ah oui. et Akimi Yoshida, c'est un sujet d'étude depuis, bah, maintenant 3 ans quand même, donc C'est lourd. Je pense que ça doit être passionnant et à la fois, très chargé. elle m'obsède un peu, donc pour le moment, ça va, mais j'avoue que là, ça y est, comme j'ai rendu toutes mes préfaces, au printemps et cetera, que là, les livres sortent et en fait, moi, je suis un peu sur une sorte d'autre temporalité par rapport au lectorat parce que moi, je suis au courant des sorties depuis un moment, j'ai rendu mes préfaces, j'ai l'impression que pour moi, ça fait depuis le printemps que c'est Bah plié, oui, Akimi bien Yoshida, sûr. et en fait, non, ça continue à sortir et je me dis: «Ah, faut quand même que je fasse un peu de travail de promo autour de ça», et là, je suis un peu en mode: «Oh, faut que je me replonge dedans», et je les ai pas relus, toujours pas. Mais au final, vu que tu les connais par cœur, bon, Oui, le oui, travail est déjà fait. c'est ça. Tu parlais du lectorat justement, tu as l'occasion de le rencontrer une fois par mois, également lors de Mmh, tes clubs lecture que tu organises, oui. sur ton Discord. Bonjour à toutes et tous qui y participent. Ton but, c'est de mettre en avant des œuvres écrites par des femmes. Mmh. Chaque mois, tu proposes un ouvrage différent. Comment ça se déroule le choix? Comment ça se déroule le choix? Alors, très souvent, à la période actuelle de l'année d'ailleurs, en automne, Ouais, je commence à regarder les titres qu'on n'a pas abordés au club de lecture, les autrices qu'on n'a pas vues, les sorties qui vont arriver et j'essaye de faire une proposition aux membres. ouais, Hem, Cette année, en 2025, il y a une exception, les membres du club de lecture ont pu proposer des œuvres et les choisir à lire pour novembre et octobre, du coup. Mais en général, oui, ça se passe comme ça. On a une lecture longue annuelle qu'on débriefe en mois de décembre. Donc on a eu, Banana Fish l'année dernière. Cette année, on lit le Requiem du Roi des Roses. Ça, c'est un objectif qu'on a, au niveau du club de lecture, toutes et tous ensemble, de se dire: «C'est bien d'avoir une lecture longue». mmh, L'été, maintenant, on passe sur une lecture sur 2 mois pour juillet et août. Donc en fait, comment je choisis? Bah, déjà, je choisis, bah, des œuvres écrites par des femmes, des séries qui sont terminées. mmh, Je trouve que ça a pas beaucoup d'intérêt de lire des séries en cours ouais, et d'obliger des gens à acheter des séries en cours qui sont pas sûrs de continuer, mmh, et des séries qui sont toujours commercialisées, et aussi des séries pas trop longues. Je crois que vraiment on dépasse pas les 5 volumes par mois si on d'accord, doit lire en série, parce que je pense au fait que tout le monde n'a pas les moyens, que bien tout le sûr. monde peut pas se permettre. Et après, bah, comment on choisit? Moi, il y a des œuvres que je découvre parce qu'on a eu des nouveautés, qui sont, proposées au club de lecture. Ouais, Et sinon, je choisis souvent des titres où je trouve qu'il y a des choses intéressantes à discuter tous ensemble, tous et toutes ensemble. mmh, Parce qu'en fait, moi, je fais ma sélection, mais en réalité, le club de lecture, il vit grâce aux membres et grâce aux très bien. personnes qui, tous les mois, font l'effort de consacrer une soirée, à cet échange de discussion autour d'un manga. Et c'est des moments super chouettes. Je suis très contente d'avoir fait ce club de lecture parce que j'ai découvert des trucs super et on discute de sujets hyper intéressants. On a dégagé, plein de sujets, notamment féministes, hein. Ouais, On a parlé, par exemple, des mouvements féministes pendant la Deuxième Guerre mondiale au Japon qui, en fait, ont eu un impact énorme sur la décision, des Japonais, d'autoriser le droit de vote aux femmes. d'accord, Ouais, c'était, bah, au cours des recherches, je sais plus sur quel titre on travaillait, je crois que c'était, Une femme et la guerre, qui a été édité chez les éditions Piquet de Yoko Kanno, OK. et j'ai fait des recherches autour de ça et on a découvert tous ensemble au club de lecture, du coup, qu'en fait, à l'époque, il y avait beaucoup de mouvements féministes au Japon et les femmes, refusaient que leurs enfants aillent à la guerre, et donc du coup, elles avaient une place dans les hémicycles, à la Diète, je crois, au Japon. Elles pouvaient donner leur avis. Il y avait une sorte de coalition de groupements féministes, Ouais. et elle disait: «Non, nous, on veut pas rentrer en guerre parce que, nos fils, tout ça», et puis le Japon était en guerre, avait fait la guerre avec la Russie, ils étaient en guerre contre la Corée, contre la Chine, bref, Mmh. voilà, et ils étaient en mode: «Non, on va pas rentrer dans cette guerre mondiale», et les politiciens japonais leur ont dit: «Bah, c'est très simple mesdames, si vous voulez le droit de vote, va falloir accepter qu'on aille en guerre». Putain.
D'accord. C'est ouais, Voilà, donc d'accord, elles ont ouais. fini plus ou moins par capituler ou en tout cas leur décision a eu un poids, enfin leur Ouais. capitulation a eu un poids sur la décision d'entrer en guerre du Japon et on a découvert ça, à partir d'un manga. C'est ouf, OK. Voilà, donc on a ouvert, pas mal de sujets comme ça et puis oui, c'est des moments, qui sont chouettes parce qu'on est vraiment en petit comité, on a une sorte d'intimité maintenant tous ensemble, qui est très chouette. Merveilleux, Voilà. merveilleux. Si tu veux nous rejoindre. Eh beh, mais avec grand plaisir en tout cas, j'éprouve une certaine curiosité, je vais pas te le cacher. Puis Hem, aussi, c'est très libre, hein, je tiens à le préciser. On n'est pas obligé de lire tous les livres du programme. On peut se dire, «Ouais, celui-ci m'intéresse pas, je le lis pas, je lirai celui du mois suivant». Enfin, genre, vraiment, c'est tranquille. OK, en tout cas la publicité marche très, très bien. Merci. Pour vous donner envie justement de participer à ce club lecture, parmi les titres qui ont été, abordés, on a Shinkari derrière le rideau, La liberté de Yamada Murasaki, pardon, Mmh mh. disponible chez Kana, 10 Billion Days and 100 Billion Nights de Moto Hagio, donc en français c'est Une infinité de jours et de nuits, disponible chez Akata. Et on en a déjà parlé tout à l'heure, mais mon Dieu qu'il est excellent, le Requiem du Mmh Roi des mh. Roses d'Ayakano, pareil, disponible chez Kiyun. Ouais. Est-ce que, parmi tes récentes, lectures, derrière ce club, bah, est-ce que tu as eu des belles surprises, hein, des belles révélations? Bah, Une infinité de jours et de nuits, qu'on a lu au début de l'année, j'étais très contente de l'avoir découvert. Ouais, Plus qu'est-ce qu'on a découvert au club de lecture? Je réfléchis. Parce qu'il y en a plein que j'avais pas lu avant. Là, en ce moment, on lisait sur le mois de septembre, Tamaki et Amane de Fumi Yoshinaga, d'accord, que j'ai beaucoup aimé. On n'a pas encore débriefé au club de lecture, mais très bien. De quoi il c'était parle ce vrai. manga? C'est un manga qui suit sur, plusieurs époques 2 êtres qui sont Tamaki et Amane et en fait, c'est une sorte d'histoire tu sais le fameux fil rouge du destin qu'il y a, Oui, dans les pays asiatiques bien sûr. où en fait, ils se réincarnent, enfin moi en tout cas c'est comme ça que j'interprète, les personnages se réincarnent et se retrouvent dans des vies différentes. D'accord. Et ça va être, hem, une femme plus âgée qui va rencontrer un enfant, il se passe Oui, rien très de bien. terrible, hein, ne Bien vous sûr, inquiétez oui, pas, mais oui. ou ça va être, des collègues ou des trucs comme ça et en fait, il des gens qui vont se retrouver quoi et c'est très beau et enfin j'ai beaucoup aimé Ouais, et ouais, je crois qu'en lecture, parce qu'après il y a beaucoup de choses, qui m'ont aussi laissé un peu de marbre, d'accord. j'avoue. Je sais qu'au club de lecture, on n'a pas beaucoup accroché à Cocon de Machiko Kiyo qui pourtant, a l'air de plaire à beaucoup, beaucoup de monde. D'accord. Nous, ça nous a laissé un peu, pantois, pas qu'on ait détesté, mais on n'était pas hyper conquis, par exemple. OK. Mais ouais. Bon, bah, très, très bien. Non, non, mais merci beaucoup. Donc n'hésitez pas à contacter, Ariane Voilà, vous pour, m'envoyez un message privé. ce qu'on sait peut-être moins, quoique, c'est que tu as été aussi libraire pendant un certain Mmh. temps. Alors on y a peut-être déjà répondu, tout à l'heure, plus ou moins, mais là, c'est plus en tant que libraire que j'aimerais te poser, la question. Tu l'as été pendant 3 ans. Ouais. Est-ce que tu constates une plus grande diversité des cibles éditoriales, des différentes cibles éditoriales? Shoujo, josei, mais sur les tables des librairies, sur la mise en rayon, quels sont les choix, en fait, d'un ou d'une libraire? Bah, les choix d'une libraire, c'est simplement, en fait, il y a plusieurs choses qui rentrent en ligne de compte. C'est-à-dire que quand on reçoit un représentant en librairie et qui nous propose ce qu'il a dans son catalogue pour les sorties à venir, Mmh. on va choisir en fonction, de plein de choses, de la clientèle qu'on a, de ce qu'on sait qui pourra potentiellement plaire ou non à sa clientèle et aussi en fonction de ses propres choix en tant que libraire lecteur Mmh. ou lectrice. Hem Et pour le coup, c'est vraiment un choix qui incombe à la personne qui fait les offices et qui passe les commandes, en fait, Mmh. parce que l'éditeur, enfin, le représentant des éditeurs, et des diffuseurs, il vient et il nous propose. Libre à nous, après, en tant que libraire, de donner une orientation à ce qu'on choisit.
Et oui, ça fonctionne comme ça, en fait. C'est pour ça que, très souvent, en fait, ça peut paraître un peu bête ce que je vais vous dire, mais regardez les tables de votre libraire et vous comprendrez de quel bord politique il est. Oui, oui, Mais oui, c'est oui, une réalité, en fait. bien Alors sûr. c'est vrai qu'il y a pas tant de librairies, très à droite, très extrême droite. Il en existe. Oui. Malheureusement, il en existe, mais je trouve en tout cas que c'est assez visible. Enfin, la librairie, c'est vraiment un lieu de prescription et donc un lieu d'expression, de ses opinions, en fait, d'une Mmh. certaine manière. Même si on pourrait attendre du libraire qu'il soit complètement neutre, on peut pas l'être parce que je pense que, enfin, vous voyez, moi, je sais qu'en tant que libraire, aujourd'hui, j'ai une librairie, je refuserais d'avoir Kenshin le Vagabond dans ma librairie, Oui. même si c'est un manga, qui se vend encore très bien parce que je sais l'auteur. Mmh. Heu, voilà, qui est un peu pédo, quoi. Voilà, 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 pédocriminalité, tout ça. Donc voilà. enfin, voilà et c'est des choix qu'on fait après en tant que libraire. Moi, je sais que je faisais des choix audacieux quand j'étais libraire, parce que j'étais libraire à Versailles et je choisissais, tous les trucs LGBT, queer et cetera. Je disais: «Oui, oui, on prend!» Donc j'en prenais pas beaucoup, Bien mais sûr, c'était mais au moins aussi, en tant que libraire, cette idée de, passer un message aussi à son lectorat et de dire, «Tout le monde est bienvenu dans ma librairie, quoi. Enfin, il y a pas de problème». c'est vrai que tu mets en avant quelque chose qui est pas forcément évident pour le lectorat, c'est aussi l'importance, des représentants puisque, Mmh. bah, comme tu l'as dit, en fait, ce sont des agents, on va dire, grosso modo, payés par les maisons d'édition pour présenter les prochaines sorties à la place des maisons d'édition, dans les grandes Oui. lignes. Oui, en fait, c'est des groupes, éditoriaux, heu, oh là là, il y a la DIF, il y Ouais, a, bref, je vais il y pas rentrer trop dans les a détails parce que si ça vous peut voyez vite des être gros cartons Hachette, il voilà, y a un monsieur ou une dame avant qui est venu pour dire: voilà, «C'est c'est trop bien ça Hachette». Ce et qui en est fait, mmh, très souvent, on travaille les programmes, 3 mois avant les sorties. C'est-à-dire que, quand vous êtes encore, sur la plage en train de vous dorer la pilule au mois d'août, nous, en librairie, on travaille déjà sur les sorties de Noël. et voilà. Voilà, c'est ça qui se passe. Mais oui, en tout cas, en termes de propositions éditoriales, il y a des choses. Maintenant, c'est en tant que libraire qu'il faut faire des choix Mmh. et ça, je peux pas dire pour tout le monde, quoi, mais Eh bien, écoute, si, les libraires ont leur importance, si les diffuseurs, les représentants, les maisons d'édition ont aussi leur importance, il y a des mouvements également qui ont leur importance. On a vu, notamment pour le shoujo, pour le josei, un mmh, mouvement qui s'appelait #libérer les shoujo, il y a désormais 2-3 ans si je ne m'abuse. Hem, oui, je crois. Est-ce que, toi, que ce soit en tant que libraire, à l'époque ou aujourd'hui en tant que préfacière et tout simplement en tant que lectrice, tu as vu un impact, suite à ces mobilisations, sur internet? Alors, je vais être très honnête, je n'ai absolument pas suivi le mouvement Libérer les shoujo à l'époque. Ouais. C'était notamment, je crois, sur TikTok et sur Twitter et Je crois que heu c'était les 2 plateformes. j'étais je n'étais pas et je ne suis toujours pas sur TikTok et Twitter, Ouais. je garde mes grosses distances. D'ailleurs, je n'y suis plus, voilà, mais j'avoue que j'ai pas trop participé au mouvement, j'ai pas trop suivi, je m'en suis même rendu compte de ce mouvement, parce que Akata avait fait une publication, ils avaient mis #libérer les shoujo et je me suis dit: «Qu'est-ce que Qu'est-ce qui qu'est-ce se que passe? c'est que ça?» Moi, je connaissais, Free Britney, mais pas Libérer les shoujo, tu vois? Et et donc du coup, j'ai un peu découvert comme ça. Je sais qu'il y a des personnes qui se sont beaucoup impliquées, qui ont eu beaucoup de revendications vis-à-vis de ce mouvement, et je les remercie d'avoir pris la parole et d'avoir fait ce travail. Mmh. Maintenant, hem, est-ce que le mouvement, oui, je sais pas si ça je peux pas dire, j'étais pas dedans, s'il y a eu une sorte d'effet papillon. Ce qui est sûr, c'est que le mouvement tombait à pic à une période où les éditeurs, en tout cas, se sont dit, «Ce serait bien qu'on mette un peu les bouchées doubles sur, Mmh. ce qui s'adresse aux femmes, ce qui est écrit pour les femmes, par des femmes», heu, qui se sont dit: «On va mettre en avant du matrimonial et des personnages, enfin, des femmes», Ouais. voilà. Mais est-ce que c'était pas aussi complètement en corrélation avec beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui dans notre société? Mmh. Hem
Honnêtement, je me rends pas bien compte. Maintenant, oui, je crois que ça a eu un impact sur les collecteurs shoujo, Oui, surtout. ouais. Je ne consomme pas de collector, donc du coup, voilà, pareil, je me suis pas trop rendu compte, mais j'ai l'impression, en tout cas, que oui, ça a eu un impact et que il y a une partie des lectrices, des lecteurs qui s'est sentie proche de ce mouvement, quoi. Très, très bien. Ouais, ouais. Bah écoute, merci énormément. L'heure file malheureusement, alors je vais cesser de te retenir en otage. Oh, ça va. Bon, merveilleux. Est-ce que, pour terminer, j'ai préparé des petites questions. Est-ce que tu as un manga réconfort? Un petit manga, que tu caches, dont Oh que non. tu assumes pas forcément, mais dont tu peux pas t'en passer? Non, j'assume complètement toutes mes lectures manga. Il y a pas de problème. Un manga que j'adore, genre un manga doudou, quoi? Un manga doudou, ouais, exactement. Ouais, attends, je me tourne vers ma bibliothèque. Mais fais, il y a aucun souci. C'est compliqué. J'ai plein de mangas qui me réconfortent beaucoup. Tu peux en dire Heu, plusieurs. Black Butler de Black Yamato Butler, Bozo, très bien. parce que c'est un manga d'adolescence, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais qui m'a beaucoup marquée. Ouais. Hem, L'histoire heu, d'un jeune oui, noble anglais. oui, Shall you found my friend et Sebastian Et Michaelis. Sébastien, Oui, quel qui se passe, manga. dans l'époque, dans l'Angleterre victorienne. On suit, Ciel et Sébastien dans des aventures très, à la Sherlock Holmes, à la Agatha Christie, mais qui derrière a un propos, vraiment plus immense. Je sais que Fullmetal Alchemist aussi, c'est vraiment un manga doudou. Ouais. Ouais, c'est vrai que quand j'ai un coup de blues, si je me plonge pas dans le manga, je me mets l'anime parce que je me suis acheté les coffrets Blu-ray. C'est tout à ton honneur. Hem, Frieren, c'est un manga doudou aussi. Bah C'est ouais, encore en cours de publication, mais qu'est-ce que je suis heureuse quand je lis Frieren. je suis totalement d'accord. Et après, je vais avoir des mangas comme, L'Aigle écarlate et le Yéti, qui est Ouais. édité chez Naban, ou le dernier Aki Irie, Dans le sens du vent. Ah mais oui, 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 d'accord, OK. Voilà, ça c'est vraiment, des mangas, ouais, qui sont des mangas réconfortants, et après j'ai des boys love aussi comme ça. Ah! Eh beh, Ouais. écoute, vas-y, fais-toi plaisir, pareil, tu peux mitrailler les boys love. Alors, j'ai Blue Morning, je me OK, souviens plus du nom de l'autrice, que j'adore lire et ouais, relire. Tous les boys love de Meguro Inogara qui a fait, Therapy Game notamment. d'accord. J'adore les mangas de Tomo Serizawa. Je vais citer que ceux-là parce que sinon on n'a pas fini. Non, mais écoute, parfait. Pareil, rapidement, pour donner envie à nos auditorices, de se plonger, le premier que tu as dit, je me souviens plus de son nom. Non. Black Butler? Non, 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 pardon, en boys love. Qu'est-ce que j'ai dit? Mince. Blue Morning. Oui, Blue Morning. Rapidement, Blue Morning, est-ce que tu peux en parler pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas? Blue Morning, ça se passe, je crois, au début du XXe siècle au Japon, Ouais, et on va suivre, une histoire d'amour, sur fond, d'héritage, familial, et de, remise en question des classes sociales. OK, très bien. J'ai vraiment des trucs qui reviennent tout le temps, hein. C'est le bon Et endroit. voilà, et c'est vraiment un très, très beau, je trouve un très, très beau manga, une très belle histoire d'amour, même si bon, ça a des défauts, hein, c'est pas parfait. Et Vous ne bon, vous l'avez ne pas à voyez pas, l'image, mais mais il y avait mon chat devant mon micro, en fait. Et je sais plus ce que je disais. Oui, Blue Morning, et ouais. oui, c'est une histoire d'amour qui met beaucoup de temps à évoluer. C'est ce qu'on appelle un slow burn, dans le boys love. C'est des histoires d'amour qui sont très longues à se concrétiser, et oui, voilà, si vous aimez, les mangas, qui se passent au début du XXe siècle au Japon, qui est sur une période d'occidentalisation du Japon, en plus, Mmh. c'est très intéressant pour plein de raisons. OK.
Très très bien. Et pour terminer, on quitte les mangas doudou. Est-ce que de Mmh. manière générale, s'il y avait un manga que tu voudrais recommander, eh bien lequel serait-ce? Je déteste cette question. Et j'adore la poser parce qu'on me dit à chaque fois la même chose. C'est un Un bonheur de mon côté. seul! Un seul, mais c'est pas possible. Déjà que j'ai du mal, moi, à choisir mes mangas préférés. Lisez Banana Fish, voilà. Et voilà, bah ouais, Banana Fish d'Akimi Yoshida. bah c'est essentiel, je suis bien d'accord avec toi. Voilà. Bah, merci beaucoup Ariane. Bah, avec plaisir, merci à toi. C'était un véritable plaisir. Alors, pour rappel, on peut te retrouver sur tes réseaux sociaux, sur Instagram, sur YouTube. Tu as également un blog où tu recenses l'intégralité de tes podcasts et les Oui, différents... sur mon site, ouais, sur ton ouais, site, ouais. pardon, ouais, Oui. effectivement. Non, t'inquiète pas. C'était un blog avant, donc je comprends la confusion. Je me perds décidément. Est-ce que j'oublie autre chose? On peut te retrouver également sur Twitch, Ouais, sur sur ta Twitch. chaîne principale. Et Oui. il me semble que c'est Tout est sous le même pseudo, Arnachronisme. Et puis, si vous voulez venir au club de lecture, vous m'envoyez un petit message privé sur mes réseaux sociaux. Merveilleux. Et bien évidemment, on peut te retrouver dans les différentes préfaces que tu as Oui. rédigées, et notamment Loverskiss, qui est ta dernière sortie, si on peut dire ça. Oui, tout à fait, qui est sorti chez Panini, je crois, le 17 septembre. Foncez, n'attendez Oui. plus. Encore un manga incroyable. Ouais. Très beau manga sur l'amour. Foncez. De toute façon, c'est du Yoshida, donc Et voilà. ça a l'air sûr. L'amour, je pense que ce sera notre mot de fin pour cet épisode. Alors, Ariane, on a une petite habitude à la fin de ce podcast que j'ai failli oublier durant l'épisode précédent. Heureusement que la post-prod existe. C'est de dire le slogan de cette émission. Mhm. Alors, est-ce que tu te sens de le clamer haut et fort avec le cœur? Alors, je sais pas si je vais le clamer très bien parce que j'ai soif, mais je vais faire de mon mieux. Le manga est né livre et partout, il est dans les cases. C'était Entrepods, le manga qui parle de beaucoup de choses, mais surtout, lisez du shoujo, lisez du boys love, mais lisez de manière générale, bon sang. Bisous tout le monde! Merci. L'épisode vous a plu? Vous souhaiteriez en apprendre plus? Alors n'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram, Threads et TikTok. De la part de toute l'équipe, nous tenions à vous remercier sincèrement d'avoir écouté ce podcast. D'ici là, prenez soin de vous, n'arrêtez jamais de lire, et à très vite pour discuter entre pods.